Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous d'information régionale à la une de ce vendredi 28 avril. Autour de Guingamp, les maternités s'organisent afin d'accueillir les futures mères puisque les accouchements à la maternité guingampaise sont suspendus par l'Agence régionale de santé depuis mercredi et ce pour une durée de 2 mois en raison d'un manque chronique de personnel. Des visites guidées à l'usine Stellantis de Rennes-la-Jeannet seront proposées au public à compter de la semaine prochaine. Le constructeur automobile permettra d'accéder à la ligne d'assemblage des Citroën C5 Aircross et Peugeot 5008. Enfin, dans notre page spéciale consacrée au Tour de Bretagne, nous reviendrons sur la 4e étape remportée par le breton Nolan Mahoudo. Les coureurs bretons ont fait le show sur ce parcours de 182 km entre Le Menet dans les Côtes d'Armor et Plumelec dans le Morbihan, avec notamment l'ascension de la côte de Cadoudal. Depuis 2 jours, accoucher à la maternité de Guingamp n'est plus possible. Une suspension temporaire d'une durée de 2 mois décidée par l'Agence régionale de santé, faute de personnel soignant suffisant. Dans ce délai, les futures mères sont orientées vers les autres maternités des Côtes d'Armor, situées à Saint-Brieuc, Lannion et Plérin, ou d'un territoire limitrophe à Morlaix ou Carré, par exemple. Illustration à Saint-Brieuc avec ce reportage signé Fabrice Leroy et Catherine Bazille. Ça va ? Petite visite de routine dans la chambre de Lindsay et Luna. Lindsay, c'est la maman. Luna, son 4e enfant, né voilà 2 jours. Le choix de venir accoucher à Saint-Brieuc s'est fait naturellement pour cette habitante de Plémy, à 25 km de là. Un choix que feront dans les prochains jours certaines des femmes qui auraient dû accoucher à Guingamp. Là, on le sait que d'ici la fin du mois de mai, il y a à peine une dizaine de patientes qui ont choisi d'accoucher à Saint-Brieuc. Donc, on est prêt, bien sûr, à les accueillir et à les prendre en charge dans notre établissement. Pour cela, des échanges se font depuis plusieurs semaines avec les sages-femmes de Guingamp pour préparer au mieux la venue des futurs nouveau-nés. On a la chance de se connaître tous les gynécos, les sages-femmes du département depuis de nombreuses années, puisqu'il y a un réseau périnatal qui a été créé, qui a renforcé les liens en fait entre les diverses maternités, qui fait que le travail est rendu beaucoup plus facile de ce fait. À Saint-Brieuc, 2000 accouchements sont pratiqués annuellement. Quelques-uns de plus ne semblent pas poser de problème. Guingamp, c'est un accouchement par jour à peu près, à partager entre guillemets entre les 4 établissements selon ce que choisiront les femmes. Et donc même un accouchement par jour supplémentaire à Saint-Brieuc, ça ne bouleverse pas le fonctionnement global de la maternité. Donc c'est pour ça, vous l'avez vu, qu'on a pris les choses de façon assez sereine et que les équipes sont sereines face à cette activité. Une sérénité toute relative selon les représentants du personnel. Obligatoirement, ça va créer une suractivité. Alors maintenant, les moyens qui vont être alloués, ça c'est la question à poser et c'est la direction qui devra y répondre. Quelle organisation avec quels moyens ? Une question d'organisation qui dépend aussi de l'avenir de la maternité guingampaise après cette suspension temporaire des accouchements. La crainte de voir durer le provisoire est loin d'être levée. Lundi, les traditionnels rassemblements du 1er mai se tiendront dans un contexte sensible sur fond de contestation contre la réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce matin le déploiement massif de 12 000 policiers et gendarmes pour parer à d'éventuels débordements parmi les villes où la vigilance des forces de l'ordre sera particulièrement accrue, Paris, Nantes et Rennes. Il y a un certain nombre d'éléments radicaux qui sont sans doute donnés rendez-vous à Paris, à Nantes et à Rennes. C'est pour ça qu'à Paris, à Nantes et à Rennes, nous avons mobilisé de façon sans précédent le nombre de policiers et de gendarmes. Si je prends l'exemple de Rennes et de Nantes, il y aura 4 unités de force mobile pour chacune de ces 2 villes. Voilà, donc je pense que nous nous donnons tous les moyens pour que les manifestations se passent le mieux possible. Et la consigne que j'ai passée au préfet, c'est de protéger les manifestants et d'interpeller les fauteurs de troubles. L'univers de la construction automobile fait rêver. C'est pourquoi le site Stellantis de Rennes-la-Jeannet propose de faire découvrir au public le fonctionnement d'une ligne d'assemblage à travers des visites guidées. Démarrage de cette opération séduction le 4 mai. Christelle Veillard, Myriam Thibault. Elle a recommencé à fonctionner cette semaine après plusieurs interruptions pour cause de pénurie de composants électroniques. Un redémarrage stimulant. L'usine Stellantis de Rennes-la-Jeannet, ex-PSA, a décidé d'ouvrir ses portes au grand public, des visites qui avaient été abandonnées depuis des années. Donc, il y avait une certaine cohérence après la phase de Covid, la phase de crise semi-conducteur que nous avons passée. Finalement, reconnecter l'usine avec son environnement
était un impératif pour nous. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 kits les uns derrière les autres qui sont tirés par un AGV. C'est Claude Pierry à la communication de l'entreprise qui assure la visite au futur guide de la métropole. Il explique les étapes de fabrication, emboutissage, ferrage, peinture, montage. Un enchaînement qui n'a rien de linéaire. Et vous verrez tout à l'heure les roues aussi. Les roues qu'on reçoit, vous verrez, elles arrivent dans l'ordre aussi des véhicules. On a tous des images, le travail à la chaîne avec le film de Charlie Chaplin, mais évidemment c'est complètement différent aujourd'hui. Il y a des moments, on voit les roues arrivent d'un côté, les portes de l'autre, mais le véhicule il avance, il recule et puis il se monte progressivement. Le site industriel compte aujourd'hui 2000 salariés qui produisent 410 véhicules jour. Des Citroën C5 Aircross et des Peugeot 5008. Stellantis Rennes, qui prépare l'arrivée d'un nouveau véhicule pour 2024, est en pleine transition. On est en train de transformer toutes les technologies pour préserver, pour optimiser les rendements énergétiques. Et on a un plan d'autonomie à 2025 pour être à 50% autonome. Après des années compliquées et un virage difficile à négocier pour l'industrie automobile, c'est donc un nouvel élan pour le site rennais, avec une envie de répondre à l'aspiration du public pour ce type de tourisme industriel. C'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. L'occasion de se pencher avec vous, Colombine Denis, sur les accidents qui surviennent dans le domaine professionnel. Et malheureusement, la Bretagne en déplore davantage que la moyenne nationale. Oui, Claire, entre 35 000 et 40 000 accidents du travail sont recensés chaque année dans notre région. Des accidents du travail qui provoquent une trentaine de morts chaque année. Et des accidents qui sont aussi plus fréquents en Bretagne qu'ailleurs en France. Et on note une hausse de 13% des accidents du travail dans notre région entre 2014 et 2019. Et là, bien sûr, on ne parle que des accidents déclarés, des accidents qui sont donc connus. Il en reste qui sont pas déclarés. Comment expliquer ces mauvais chiffres ? Premier secteur touché par les accidents du travail, c'est celui de la construction et une spécificité bretonne, c'est également celui de l'agroalimentaire qui domine notre industrie régionale dans les sites d'abattage et de transformation. Les salariés sont exposés à des conditions de travail difficiles, cadence importante, manutention de charges lourdes, travail de nuit dans une ambiance froide, bref, des conditions particulièrement accidentogènes. Et malgré cela, c'est ce que dit le rapport de la santé au travail en Bretagne, ce secteur n'a jamais bénéficié d'une attention particulière des institutions. Justement, comment faire pour réduire le nombre d'accidents au travail ? Quelles mesures peuvent être mises en place ? Un 4e plan régional santé au travail a été adopté à l'automne dernier pour la période 2022-2025. Le document prévoit une série d'actions de prévention adaptées au territoire régional et notamment dans ces secteurs de la pêche et de l'abattage et de la transformation des viandes. Le plan prévoit aussi de poursuivre les efforts de prévention qui ont déjà été mis en œuvre dans le secteur de l'aide à domicile et du médico-social. Merci Colombine. Plus léger, on en vient à notre page consacrée au 56e Tour de Bretagne. Aujourd'hui, la 4e étape reliait la commune costarmoricaine du Menet à Plumelec dans le Morbihan, soit 182 km marqués, notamment par l'hostile côte de Cadoudal où l'on retrouve Jean-Marc Seigné. Bonsoir, il y a des héros malheureux aujourd'hui dans la côte de Cadoudal, mais je peux vous dire que le garçon qui est derrière moi, il n'a pas démérité. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui à Plumelec sur ce Tour de Bretagne. Vous allez le voir avec le résumé du jour. Il est signé comme tous les soirs par Gilles Raoul. C'est parti pour cette 4e étape de 183 km sous le soleil entre le Menet dans les Côtes d'Armor et Plumelec dans le Morbihan. L'étape reine, celle où tout peut se jouer. 54 coureurs se tiennent en moins d'1 minute, celle où les sprinteurs devraient laisser la place aux grimpeurs et aux punchers. Et la belle échappée du jour est signée par 2 Bretons. Clément Poirier, maillot vert, et Théo Cotard, maillot bleu, et le Sud-Africain Marc-Olivier Pritzen. Pendant 150 km, ils vont animer la course et compter jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton, emmenés par les coéquipiers du nouveau leader. C'est quand même magique d'arriver ici en tête. J'avais fait Fougères il y a 2 ans en tête, c'était extra. Cadoudal, c'est quand même un ton au-dessus. Je pensais pas faire ce que j'ai fait sur le circuit. Physiquement, j'étais moins bien, j'avais pas bien récupéré d'hier sous la flotte. Mais au final, je me suis vraiment amusé. Ouais. Naturellement,
Si le trio passe en tête au sommet de la mythique côte de Cadoudal, qu'il va falloir franchir 7 fois, pas facile de tenir face aux 5 fuyards en jambes. Clément Poirier essaie de résister, mais le peloton fait rentrer tout le monde dans les rangs et au 4e passage, le suspense reste entier. Le peloton empêche alors les coureurs de sortir, mais à l'entame du dernier tour, 2 Bretons, Pierre Thierry et Nolan Mahoudo, s'échappent. Au pied de la dernière montée, il possède 10 petites secondes d'avance. En puncher, Nolan Mahoudo lance son sprint avant le dernier virage et l'emporte en costaud. Avec l'étape d'hier qui était vraiment chez moi et aujourd'hui c'était vraiment l'arrivée mythique, donc ouais, forcément c'était pointé. Et là franchement gagner là-dessus c'est vraiment ça fait vraiment du bien mentalement pour l'équipe et tout le monde. Mahoudo est second au général, son coéquipier d'échappée 5e. Ouais, il était meilleur. Après on va dire qu'encore que je l'ai emmené, mais de toute façon si je roulais pas, je faisais pas 2 donc. Simon Pelot, le Suisse, conserve le maillot de leader. Allez, on l'a vu, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui dans la côte de Cadoudal. Naturellement, pour tous les amoureux de la petite reine, le Tour de Bretagne est un incontournable, une effervescence qui se transmet également à toutes les communes traversées par l'épreuve. Valérie Chopin et Benoît Levaillant ont pris un peu d'avance en se rendant à Plancoët qui accueillera le Tour dimanche. Et vous allez le voir dans cette commune, on se prépare pour l'événement depuis des semaines. Philippe est à la tête d'une entreprise d'emballage mais aussi collectionneur depuis le plus jeune âge d'objets divers et variés achetés ou glanés en bord de route à l'image de ce maillot porté par un célèbre cycliste originaire du pays de Dinan. C'est le maillot que Désiré Le Thor m'a donné en 1968 ou 69 sur le Tour de France parce qu'on a été le voir avec papa. Et donc c'est une pièce que j'ai gardée précieusement pendant 45 ans. Dans son musée, Philippe, le passionné, a aussi consacré un mur entier au fameux blaireau. J'adore Bernard Hinault, donc là j'ai fait tout un panneau sur Bernard Hinault avec le maillot rose, le maillot jaune, protocolaire, etc. J'ai sa table de massage, j'ai son dernier bidon. Et Bernard est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qu'on a en plus la chance de pouvoir rencontrer sur le Tour de Bretagne. 5 ans après une première étape à Plancoët, la ville dont son grand-père fut maire durant près de 30 ans, le Tour est de retour. Un honneur pour Philippe qui a emmené dans sa roue un certain nombre d'habitants. La plus grosse tâche, si vous voulez, c'est de recruter les bénévoles, puisque là, il nous faut 80 bénévoles. Donc, on s'est appuyé sur les associations sportives plancoëtines, mais pas que. D'autres plancoëtains ainsi que des habitants de communes voisines se sont pris au jeu, sans oublier les agents municipaux. Moi derrière, j'ai demandé aux agents si on peut de se lâcher. Donc ils ont proposé de peindre les vélos, de faire des maillots en bois, donc c'est eux qui ont fait les choix de couleurs, etc. Ça peut paraître anodin, mais ça fait du bien, ça sort de l'ordinaire et ça crée une émulation. Résultat, Plancoët brille de mille feux dans les rues, les ronds-points et jusque sur les vitrines. Il y a plein de personnes qui sont arrêtées de prendre les photos des différentes vitrines qui ont les peintures, donc c'est chouette, moi, je trouve. Un centre-ville décoré et vallonné que les cyclistes du Tour traverseront 5 fois dimanche après-midi, sans mettre le pied à terre, s'il vous plaît. Allez, on est déjà à demain avec une 5e étape qui permettra aux coureurs de partir de Serran pour rejoindre Louis Fer en Loire-Atlantique. 172 km au menu des coureurs, au menu des sprinteurs qui auront peut-être là une belle occasion de s'exprimer. Attention, à partir de 15h15, cette étape, cette 5e étape, eh bien vous pourrez la suivre en direct sur les antennes de France 3 Bretagne. Rendez-vous est pris jusqu'à lundi soir. Posez toutes vos questions au sujet du Tour de Bretagne en scannant le QR code qui s'affiche actuellement à l'écran. Les journalistes de la rédaction de France 3 Bretagne se feront un plaisir de vous répondre. Également dans l'actualité sportive, son nom vient d'entrer dans l'histoire de la voile. Kirsten Neschaffer est la première femme à gagner une course autour du monde en solitaire. En arrivant la première au Sables d'Olonne hier soir, cette navigatrice sud-africaine de 40 ans a remporté la Golden Globe Race, course sans escale, ni assistance, ni moyen de navigation moderne. Quentin Carudel et Christophe François. Un phare dans la nuit sablaise. 21h43, après 235 jours en mer, Minea, le navire de Kirsten Neschaffer, franchit la ligne d'arrivée. Salué par les spectateurs sur l'eau, mais aussi au bord du chenal. Les traits tirés mais souriants après 8 mois d'aventure,
La Sud-Africaine retrouve la terre ferme. Je suis très émue, je suis très honorée qu'il y a autant de gens ici. C'est incroyable et je ne crois pas qu'on peut vivre quelque chose aussi fort une deuxième fois comme ça. Sur le ponton du Vendée Globe, elle amarre puis tombe dans les bras de sa mère venue l'accueillir. Un moment de joie qu'a bien connu Jean-Luc Vandened. Ça rappelle des tas de souvenirs, moi je sais ce qu'elle a vécu et donc forcément ça rappelle des souvenirs, c'est émouvant. À 41 ans, la Sud-Africaine devient la première femme à remporter un tour du monde à la voile en solitaire. Un record anecdotique pour celle qui se considère skipper avant d'être femme. Je ne voulais pas être dans une catégorie séparée comme femme. Je voulais être là dans l'égalité de tous les skippers. Catherine Chabot, première femme à boucler un tour du monde à la voile en solitaire, salue le courage de l'aventurière et la symbolique. C'est bon pour la voile. Je trouve une femme, une Sud-Africaine, je trouve que c'est... Voilà, que ce soit quelqu'un du Sud, que ce soit une aventurière aussi, quelqu'un qui vit la mer autrement, probablement. J'ai hâte de l'entendre parce que je voudrais tout savoir. Une fois les cérémonies terminées, Kirsten a pu passer un moment chaleureux avec ses proches, sans pour autant retourner passer la nuit dans la coque de Minéa. Où en est le projet de classement des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan au patrimoine de l'UNESCO en 2025 ? Les élus des 27 communes concernées avaient rendez-vous ce matin au conseil départemental pour un point d'étape. Les précisions d'Isabelle Rettig et Stéphanie Zad. En cette période de vacances, il y a foule aux alignements de Carnac. Menhirs et dolmens attirent chaque année 700 000 visiteurs désireux de découvrir un site unique vieux de 6500 ans. Des mégalithes qui pourraient être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dans 2 ans. 2023 est une année importante avec le dépôt du dossier en septembre au ministère de la Culture. Ce qui va être surtout jugé quelque part, c'est la capacité des élus locaux, des acteurs locaux, à définir un plan de gestion qui soit digne finalement du bien qu'on présente au classement. Le département est vraiment totalement engagé, on fournit 80% du budget de fonctionnement de l'association, mais ce qu'on a pu voir aujourd'hui lors de cette réunion avec l'ensemble des maires, c'est que les élus sont aussi totalement derrière. Car ce projet de classement fait l'unanimité dans les 27 communes concernées, de la Ria d'Etel à la presqu'île de Ruisse. Mais malgré d'indéniables atouts, il reste encore plusieurs étapes à franchir avant d'obtenir le précieux Graal. Même si je suis extrêmement confiant, il faut toujours rester vigilant parce qu'une inscription, ça n'est jamais gagné. Ça peut être refusé au cours d'un vote. Il y a un vote de l'ensemble des ambassadeurs présents à l'UNESCO et donc il faut finaliser de manière extrêmement précise l'ensemble du dossier. Alors, Paysage de Mégalithes s'est adjoint les services d'un menhir de poids en la personne de Jean-Yves Le Drian. L'ancien ministre sera chargé de jouer les ambassadeurs auprès de l'UNESCO. Ils m'ont demandé d'être un peu leur ambassadeur, d'une certaine manière, donc je change de métier. Je deviens ambassadeur parce qu'à un moment donné, il faut convaincre les pays membres de l'UNESCO de voter pour le projet. Donc ça suppose un peu de pédagogie, de l'explication, de la persuasion, de la conviction. Si le dossier semble solide, l'implantation des éoliennes en mer au large du Morbihan et leur raccordement à la terre a un temps inquiété Paysage de Mégalithes, car les câbles doivent traverser plusieurs sites entre Erdeven et Plouarnel. Finalement, l'État et RTE ont promis de les enterrer profondément. Rassurée sur ce point, l'association est plus que jamais confiante pour un classement en 2025. Dans quelques instants, le journal national présenté par Sophie Le Saint s'intéressera notamment à l'inquiétante sécheresse qui sévit déjà dans les Pyrénées-Orientales. Le département est au niveau d'alerte de crise le plus élevé, conséquence de nouvelles restrictions concernant l'eau. Ils seront appliquées à compter du 10 mai. Je vous retrouve demain dès midi pour un nouveau tour d'horizon de l'information en Bretagne. Très belle soirée à vous sur France 3 bien sûr.